Daouda, justement, le président Diomaye Faye disait « Nous devons tout faire pour éviter le retrait de ces pays, de ces 3 pays frères. Ce serait le pire des scénarios et une grande blessure aux panafricanistes que nos pères fondateurs nous ont légués. » En même temps, quand il dit ça, la veille, il a été dit « Nous faisons la confédération et nous sortons définitivement de la CEDEAO. » Pour vous, la voie de sortie, ce serait quoi? En tout cas, pour ma part, la voie de sortie, ce serait qu'il reste. Mais j'estime pour ma part que la CEDEAO est en train de se bercer dans ce que j'appellerais sa candeur. Parce que ce serait naïf de la part de la CEDEAO de penser que ces 3 pays, ces 3 dirigeants de l'AES vont revenir. Pourquoi est-ce que je dis cela là, justement? Non, mais parce que la porte est toujours ouverte, ils espèrent qu'ils reviennent toujours. Monsieur Diomaye Faye et je crois bien le Togo ont été envoyés en émissaire pour qu'ils reviennent à la table de discussion. Pour moi, c'est de l'utopie. Pourquoi est-ce que je dis cela? La première chose, c'est que n'oublions pas que ces 3 présidents de transition sortent de la CEDEAO pour quelle raison? Ils sortent de la CEDEAO pour la simple et bonne raison parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Ils n'ont pas envie d'avoir à discuter d'un calendrier de transition pour passer le pouvoir à un pouvoir civil. Première chose. La deuxième chose, ils sortent de la CEDEAO au détriment même des peuples dont tu parlais, les 72 millions de personnes qui vivent au Mali, au Burkina, au Niger. La dernière fois, je le disais ici, ils n'ont demandé l'avis de personne. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, en tant qu'observateur, quand tu regardes dans la presse et un peu partout, mais que ce soit les Maliens, les Ivoiriens, les gars du Niger, du Burkina, tout le monde s'inquiète. On se demande, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'allons-nous devenir? Comment on va se gérer ces problématiques? Donc, du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas pensé aux réalités que cela va engendrer. Quand on sait que les échanges économiques qu'il y a entre la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire et le Mali et le Burkina, ou bien même, je ne dirais même pas la Côte d'Ivoire seulement, entre la CEDEAO et entre les différents membres de la CEDEAO, ils ne prennent pas en compte tout ça. Eux, ils avancent. Ils avancent comme un bateau fou, sans boussole, en mer, et du coup, on ne sait pas où on va avec eux. En tout cas, je ne sais pas où on va avec. Alors, Élisée, la question justement de la volonté des peuples. Alors, ces responsables, enfin, ces leaders de partis ou de pays, ces présidents de pays, je peux le dire ainsi, estiment qu'ils ont la caution du peuple, bien qu'il n'y ait pas eu de référendum inscrivant donc la question pour avoir l'avis. Mais les populations les suivent. La preuve, il y a eu donc masse à l'accueil des différents présidents. On l'a vu. À la demande donc du président Tiani, les populations sont sorties en masse pour acclamer, ovationner donc les différents leaders. Comment est-ce qu'on peut déterminer la vision de leur peuple? Que disent concrètement leur peuple? Et comment est-ce qu'on pourrait donc avoir une voie de sortie, puisqu'on parle des peuples, les peuples souffrent. Finalement, que disent les peuples burkinabés, maliens et nigériens? Bon, ça c'est bien malin celui qui pourra vous répondre par l'affirmative ou la négative, parce que la seule manière pour moi de pouvoir avoir l'avis d'un peuple, c'est de passer soit par un référendum, et puis à l'issue du référendum, qui est une consultation populaire, on peut voir ce que la population veut. Ce n'est pas le cas dans ce cas précis. Mais à un degré moindre même, on peut avoir l'avis du peuple à travers les médias. Mais aujourd'hui, dans ces pays-là, les médias n'existent quasiment plus. Ils sont suspendus d'activité. Donc, tu ne peux même pas savoir exactement aujourd'hui ce que la population pense en réalité. Les seules occasions qui nous sont données de voir, c'est chaque fois quand il y a un appel lancé par ces leaders-là ou des personnes sortent. Mais vous et moi, on est unanime à reconnaître que dans un État, quel que soit le dirigeant qu'on aura devant un État, il aura tous des adeptes. Ça va de soi. Même si vous considérez que c'est le plus pire des dirigeants que vous pouvez avoir, il aura forcément des adeptes. Donc, ça ne peut pas pour moi suffire pour qu'on puisse dire le peuple les soutient ou que le peuple ne les soutient pas. La seule chose qui aurait pu nous permettre d'avoir une idée claire sur la situation, c'était de faire un référendum en bonne et due forme. De toute façon, une chose est claire, ils ne sont pas prêts à le faire et ils ne le feront pas. Ça, c'est clair. Mais je vais faire un commentaire déjà sur la posture même pendant le sommet de l'AES. Moi, je suis souvent embêté quand j'entends des personnes qui ont réussi à chauffer le peuple à blanc en disant au peuple qu'ils sont là pour l'intérêt de l'Afrique, qu'ils sont engagés dans le panafricanisme. C'est ça. Et que dans les discours, on assiste à une fois à l'injure, où on traite les autres chefs d'État de valets, on traite les autres chefs d'État d'esclaves. Mais attendez, de quel panafricanisme parlons-nous? D'organisation factice, de quel panafricanisme parlons-nous? Le panafricanisme prône le rassemblement, le panafricanisme prône la promotion des valeurs africaines. Mais les valeurs africaines, ce n'est pas la division.
Les valeurs africaines, c'est la solidarité, c'est le partage, c'est l'union, c'est l'unité. C'est ça les valeurs africaines en réalité. Certains vous diraient également que dans les propos, dans la posture de certains présidents de la CEDEAO, dans la posture de la CEDEAO, on pourrait sentir un peu de la condescendance et que oui, ces pays-là, qu'est-ce qu'ils valent? Finalement, ils ne valent rien. Est-ce que justement on n'assiste pas à un discours assez complexe? Non, vous savez... Je pense qu'on est sur un plateau et puis il faut être un peu sérieux quand on aborde un certain nombre de sujets aussi importants. Quand on nous montre un seul chef d'État dans un discours, un seul chef d'État de la CEDEAO, ou même un responsable de la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO, dans des propos qui a fait preuve de condescendance. Vous-même, vous avez lu tout à l'heure un paragraphe, d'ailleurs même qui appartient au président Tinubu. C'est Tinubu même le président de la CEDEAO. C'est lui-même qui a tenu ce discours-là. Non, c'est plutôt Diomaye Faye, selon les propos ici. Mais on ne va pas discuter là-dessus, c'est pas grave. Ok, d'accord. Diomaye Faye, Élisée. D'accord, ok. Donc sur cette base-là, vous voyez déjà la posture de la CEDEAO qui est dans une volonté de rechercher le consensus, de rechercher en tout cas le retour des frères. Donc, vous ne pouvez pas dire, pendant que des gens sont en train de faire une telle démarche, qu'ils sont dans de la condescendance. La condescendance, elle se situe où? Quand un chef d'État se prend la parole et qui traite les autres chefs d'État qui ont été élus, parce que ce que les gens oublient, c'est pas les chefs d'État qui ont insultés, mais c'est nous autres citoyens de la CEDEAO qui nous ont insultés, qui ont traité de valets, qui ont traité d'esclaves, parce que ces chefs d'État-là, c'est les chefs d'État que les pays ont mis à la tête de leur pays après des élections. Donc c'est la volonté des populations. Même si c'est vrai qu'il y a des opposants, tout le monde ne les a pas votés, c'est une réalité, mais c'est eux qui sont sortis majoritaires. Ils sont chefs d'État de fait. Mais sur cette base-là, au nom de quoi on trouve que les autres sont des valets, les autres sont des envoyés? À un moment donné, il faut avoir de la mesure. Vous savez, moi je dis toujours, c'est Houphouët-Boigny qui le disait, je vais reprendre ça. Houphouët-Boigny a dit, quand vous vous battez, quand vous avez des disputes, même pas quand vous vous battez, quand vous êtes dans une maison et que vous vous disputez, et qu'une personne n'est pas contente, et qu'elle sort de la maison, qu'elle part, avant que vous ne partiez vous coucher, si la personne n'est pas arrivée, ne fermez pas la porte à clé. Parce que si la personne pourrait revenir en soirée, si elle revient que la porte est fermée, elle peut partir et il peut avoir un incident. Donc la CEDEAO garde la porte ouverte. La CEDEAO garde toujours la porte ouverte. Donc moi je reste pertinemment convaincu qu'à un moment donné, ils peuvent revenir. Mais quand ils reviendront demain, quand eux-mêmes peut-être se rendront compte qu'ils se sont trompés. Mais quand vous avez été excessif jusqu'à ce point, vous allez revenir par la petite porte. Et c'est ce qu'il faut toujours éviter. Il faut avoir de la mesure. Notre culture africaine nous a toujours encourager à avoir de la mesure et du respect pour les autres. C'est important. Très bien. Pascal, est-ce que vous croyez qu'on arrivera à avoir la paix des braves entre l'AES et la CEDEAO avec tout ce qui se passe comme actualité? Bah, écoutez, je veux bien l'espérer. Je suis comme tout le monde ici sur le plateau, même si j'ai noté le point de l'extrême candeur que note notre ami Daouda sur les chefs d'État de la CEDEAO. Mais c'est une candeur qui est la candeur de l'expérience aussi. Ce n'est pas la première fois qu'en Afrique, nous vivons des situations de renversement constitutionnel. Ce qu'il faut noter cette fois-ci, il faut revenir aussi à deux choses. La première, c'est de déconstruire le mythe de l'Occident qui a la main mise sur nos États. Je pense qu'il y a bien longtemps qu'on a quitté le scénario Foccart et tous les autres espèces de scénarios qui nourrissent ce mythe-là. Ce sont les éléments de langage de l'AES, justement. Oui, non, mais il faut vraiment déconstruire ce mythe. Au Conseil des ministres de nombreux pays africains, depuis bien des années, il n'y a pas de représentant d'une puissance étrangère qui vient dicter ce qu'il y a à faire. C'est un mythe que nos États devraient également s'atteler à déconstruire parce que malheureusement, c'est ancré dans l'esprit de beaucoup de jeunes générations qu'il y a quelque part des deuxièmes cabinets ou des présidences bis de nos États qui sont logés, qui à Bruxelles pour les États comme... Selon vous, Pascal, ça n'a jamais existé. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a jamais eu d'un moment donné où certains États africains se laissaient conduire un peu par ce que Matignon décidait ou l'Élysée décidait? Quand on sort d'une histoire qui est la nôtre, qui est une histoire quand même qui est marquée par un passé colonial, il est évident que oui, entre les années dites d'indépendance et la véritable indépendance, il s'est passé des moments, on l'a vu ici dans l'histoire, où les documentaires l'ont attesté, où vraiment il y a des, pardonnez-moi le terme, des coups qui venaient de certaines capitales européennes qui étaient donc l'ancien colonisateur. Ça a existé. Mais il me semble que depuis de longues années maintenant, ça appartient au passé. Ce qu'il y a, c'est des forces en présence qui s'équilibrent au gré des négociations qui sont en cours. Et ça arrive dans tous les pays du monde. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est la question des promesses que ces
militaire aujourd'hui au pouvoir avait dit, parce que c'est sur la question des promesses au peuple qu'ils sont venus faire leur coup d'État. Ce qu'ils ont dit pour la plupart, en tout cas pour les trois, c'est on vient rétablir l'ordre constitutionnel, on vient rétablir la démocratie, on vient de redonner la liberté au peuple. Et il me semble que chacun s'était engagé dans un certain temps un agenda dit bien précis de transition, et que ce temps de transition-là, pour la plupart, est passé, et qu'ils ont trouvé matière à reconduire le temps de transition. Il faut aussi qu'ils reviennent à leurs promesses eux-mêmes, et qu'ils donc laissent la place aux civils, donc la place à un pouvoir démocratiquement élu. Barry, concrètement, quels seront les impacts de la Confédération des États du Sahel sur la libre circulation des biens et des personnes, de façon concrète? Parce que dans le texte, justement, de Omar Touré, président de la commission de la CEDEAO, il a fait les États, il a dit attention, on pourrait avoir des visas, on pourrait avoir donc des points, enfin, les documents de résidence, des difficultés pour circuler, en tout cas. Voilà, ce qui mettait à mal la gestion, justement, la circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire. Permettez que je revienne sur un certain point avant de répondre à la question, s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie. Voilà, en fait, c'est la fois un jour dont a évoqué Élysée. Moi, je pense que quand j'analyse, le capitaine Traoré, il est dans une dynamique. Et pas lui seul, les trois. Ils avaient des engagements vis-à-vis de leur population que Pascal a soulevé tout à l'heure. Aujourd'hui, dans leur narratif, la construction de l'ennemi n'est plus collée à celle du djihadiste qui tue les civils au Mali. C'est collé à qui? L'ennemi est collé au chef d'État voisin. Parce que quand vous écoutez le capitaine Traoré, même à Moscou, le président Macky Sall l'avait rappelé à l'ordre. Parce qu'il parlait de commander. Oui, il avait dit que les chefs d'État étaient partis commander. Or, en réalité, celui qui était allé commander, c'était lui-même. Parce que c'est à lui qu'on avait donné du blé. De l'argent. Vous voyez? Donc aujourd'hui, moi je pense que quand on suit la logique, les djihadistes sont devenus des alliés de circonstances pour ces trois-là. Parce que dans aucun argumentaire, tu n'entends une injure vis-à-vis d'un djihadiste ou d'un criminel. Très bien. C'est vis-à-vis de leurs collègues ou des autres chefs d'État. Donc, ils sont dans une logique où la fin de la crise qui touche les pays aujourd'hui va mettre à nu leur manque d'action sur le terrain. Très bien. Quand on finit de dire ça, Barry, et on est dans le débat, mais malgré cela, ils avancent. Et je rappelle ils avancent comment? Oui, mais ils avancent, on a quand même une confédération. Le Burkina Faso a près de 50% de son territoire qui est hors contrôle. 50 pays qui tient, le Mali, le Burkina, le Mali, le Burkina, le Niger, se sont réunis. On a le premier sommet. Ils ont entériné. Donc ce que vous dites, c'est vrai, ça s'entend. Mais ils ont entériné, ils ont formé donc leur confédération. Mon point, c'est comment est-ce qu'on interagit, justement? Comment est-ce que ça évolue? Parce que la CEDEAO dit, nous on espère que vous revenez. Eux, ils vous disent, nous on fait notre confédération. Comment ça se passe pour les populations de l'espace commun? J'allais en venir. Oui. Moi, je pense que les trois là, ils sont déconnectés de la réalité. Vous voyez, en Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO, chaque pays a son profil. Il y a des pays du Sahel. En plus de ces pays du Sahel, il y a la Guinée, le Sénégal, qui sont des pays vraiment de migration. Qui sont des pays qui ont une grande diaspora. Quand vous prenez ces trois pays-là, ils ont de grandes diasporas. Au Mali, le nombre de Maliens en dehors des frontières se situe autour de 8 millions de personnes. Les 8 millions, je n'ai pas les chiffres exacts en Côte d'Ivoire, mais vous savez très bien que les Maliens sont nombreux en Côte d'Ivoire. Les Nigériens, il y en a plein au Nigeria. Donc, quand vous décidez de sortir, est-ce que réellement vous prenez en compte la situation de vos populations de la diaspora? Je ne crois pas. Je pense qu'ils sont un peu dans une logique de diaboliser les autres pour justifier leur légitimité de pouvoir. Voilà, parce que c'est des visas. C'est probablement la carte de séjour. C'est les difficultés de création d'une entreprise. Et ça, je pense qu'ils ne l'expliquent pas bien aux populations. Parce que si les populations sont au courant que tous ces paramètres-là vont les toucher, mais quand vous écoutez, ils disent c'est une puissance qui influence tel, c'est tout ce narratif-là qui nuit aux relations. Écoutons Daouda, justement, qui demandait la parole. Daouda, concrètement, sur le terrain, dans le factuel. Non, concrètement, au-delà de ce que Barry vient de dire, la question des visas, carte de résident, carte de séjour, comme on veut, création d'entreprise, je veux dire, après, les États n'ont pas d'amis.
les États n'ont que des intérêts. C'est clair. Voilà. Moi, je veux dire, quand on regarde la situation de la Côte d'Ivoire, où on parle de plus de 3 millions de Maliens ou 4 millions de Maliens, et c'est pas, on est à combien de millions de Burkinabés ici? Environ 3 millions. 3 millions, comment des Burkinabés de Nigériens? Je veux dire, après, l'État de Côte d'Ivoire peut décider, puisqu'on a des accords entre nos différents pays, des accords cadres qui existent déjà. Donc, l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Mali, on peut décider de laisser les visas, les cartes de résidence entre nous. Aujourd'hui. Donc, les accords bilatéraux, on peut voilà, entre la Côte d'Ivoire, le Maroc n'est pas dans la CEDEAO, mais entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, il n'y a pas de visa. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il va falloir que, pour que ces accords puissent tenir, il va falloir aussi que M. Ibrahim Traoré puisse tenir sa langue. Il faut des interlocuteurs qui se respectent. Il ne va pas s'asseoir à tout moment, faire de la foire, à de l'injure, à chaque fois qu'ils sont en train d'insulter les gens. Parce que, effectivement, tu as le droit de sortir. Moi, en tout cas, je dis, ils sont sortis s'ils sortent de l'AES, on se rappelle de la CEDEAO. On se rappelle très bien, l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. Même la Mauritanie est déjà voilà, ça n'a pas créé, ce n'était pas un tollé généralisé. Il y a des accords entre eux. Mais il y a ce qu'on appelle le gentleman agreement. On discute, on peut échanger, on peut faire des bons procédés, mais il faut savoir tenir sa langue. Il faut savoir parler aux autres. Et c'est ça qui va faire en sorte que peut-être que les autres États de la CEDEAO vont vouloir peut-être discuter entre eux. Donc, j'estime que partant de ce fait-là, c'est possible. Mais pour l'heure, tant que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani tiendront toujours des discours guerriers, je pense que les autres présidents de la CEDEAO vont aussi tenir des discours guerriers. Par principe de réciprocité. Heureusement, c'est pas ce que la CEDEAO fait. La CEDEAO montre justement qu'elle a de la mesure et qu'elle s'est une organisation. Elle est candide jusqu'à quand? Élisée Boloubo, juste un dernier point, et on va recevoir notre invité. Juste un dernier point avec vous. D'accord, ok. Moi, je pense que le président de la commission de la CEDEAO a bien expliqué les risques éventuels qu'encouraient les pays de l'AES s'ils mettaient leur projet à exécution jusqu'au thème de leur projet, notamment sur l'aspect politique, l'aspect diplomatique, avec certainement l'avènement des visas et tout ce qui va avec, comme les uns et les autres l'ont dit, sur le plan économique. Et puis, quand vous lisez un peu la déclaration du président de la commission de la CEDEAO, elle est tellement claire. Vous avez la preuve là que durant ces mois, contrairement à ce que certains pensaient, que la CEDEAO ne faisait que bavarder, la CEDEAO a pris la peine d'étudier, de mener des investigations pour voir l'impact que ces trois pays-là, s'ils sortent de la CEDEAO, c'est que ça aura sur l'organisation. Ils vous donneront des chiffres exacts sur les échanges économiques. Qu'est-ce que la CEDEAO paie, mais qu'est-ce qu'eux aussi paient? Et quand le président de la Commission explique, il donne des chiffres sur ce que vous allez perdre, ce que vous risquez de perdre en réalité. Même les projets qui sont financés par la BOAD et par la BIDC, qui seront suspendus, ceux qui vont sortir de l'organisation sous-régionale, qui sont membres de ces pays-là, près de 130 personnes, c'est pas négligeable. C'est toute une vie de personnes et de citoyens qui sera mis à rude épreuve. Les représentations de la CEDEAO dans ces pays-là, mais bien sûr, ils seront fermés. Donc c'est pour dire que quelque part, je pense qu'à un moment, on peut avoir, comme je le disais la dernière fois, on peut avoir des ressentiments. Mais les ressentiments ne doivent pas prendre le pas sur la raison. Très bien. Après, quand on finit de dormir et qu'on se lève le matin, on se dit, ok, j'étais fâché hier, mais aujourd'hui, devant la réalité, je pense qu'il faut que je fasse procès de bas. Et ma prière, c'est que vraiment la sagesse habite les uns et les autres et qu'ils comprennent que quand on finit de se fâcher, il y a un moment pour pouvoir faire la paix et la paix des braves. Au nom des peuples burkinabés, maliens, ivoiriens, ghanéens. Le credo de la CEDEAO, c'est la CEDEAO des peuples et non des États. On espère que justement la pensée donc très forte que nous avons en direction des peuples de la CEDEAO pourra faire en sorte que la paix des braves soit pour la paix et la stabilité de notre région. C'est un sujet que nous suivons de très très près et évidemment, nous allons y revenir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.